Bien, j'ai donc décidé de mettre en ligne mon nouveau roman qui s'appelle Spasme, que je mettrai donc par petits bouts, par petites tranches de 5-6 minutes sur YouTube. Voilà, donc je vais commencer cette lecture. L'image est nulle, l'image est volontairement nulle et fixe, car le seul intérêt est audio, la vidéo n'offre absolument aucune espèce d'intérêt. Voilà, donc je commence. Ce n'est que la première moitié de l'après-midi, et pourtant le soleil semble déjà très bas. Une brume blanchâtre filte des rayons incertains, et lorsque j'ouvre les yeux, j'aperçois un astre falot, perdu, oublié de tous. Affalé sous l'olivier, protégé par mon épais blouson de cuir du froid qui monte de la terre inerte, je suis saisi par le silence. Un silence total. Pas le moindre craquement de branches malmenées par le vent. Pas un souffle d'air. Un calme absolu, angoissant. Je tente de me hisser sur les avant-bras pour continuer ma promenade, mais à nouveau, les vertiges me clouent au sol. Le moindre mouvement de tête, même léger, me donne la nausée. De tels malaises m'arrivent de temps à autre, et il n'y a qu'une seule chose à faire, attendre, parfois longtemps. Je reste donc allongé, la tête bien droite, sans bouger, les yeux ouverts sur le zénith à la verticale de mon front. Tout est immobile. Mon corps est devenu de pierre et s'est légèrement enfoncé dans la terre, creusant son empreinte dans le sol durci par la sécheresse. Je n'ai ni chaud ni froid, uniquement la sensation de ne plus habiter cette chose immobile que je suis devenu. Seuls mes yeux restent vivants, et je m'amuse à fixer tantôt le firmament, tantôt une branche d'olivier figée dans l'espace. Impossible de regarder à droite ou à gauche, sous peine d'avoir à nouveau envie de vomir. Le ciel n'offre aucune aspérité, aucune distraction, et ne fait qu'accentuer le néant silencieux de la nature. Je me concentre donc sur la branche, en m'efforçant de la détailler millimètre par millimètre pour occuper ce temps qui n'avance pas. Je la dissèque en plusieurs longues passes avides, examinant minutieusement sa forme, ses nuances de couleur, sa texture ou même le grain de l'écorce. Je m'imagine en train de la caresser lentement et de lui arracher sensuellement une à une ces feuilles vertes qui protègent son intimité. Elle est enfin nue. Elle se détache insolente et provocante sur le ciel blanc qui pâlit. Devant ce vide, tout mon être s'est rempli d'elle. Elle est devenue l'essentiel, le pivot de l'instant présent. Le ciel s'assombrit peu à peu, mais pendant longtemps encore je devine ma compagne peu à peu engloutie par l'obscurité. Puis tout à coup la nuit arrive, une nuit sombre, sans lune ni vent. Plusieurs heures se sont écoulées depuis le début de mon malaise, et j'essaye avec appréhension de tourner très lentement, les yeux de droite à gauche, et de haut en bas, puis la tête. Tout va bien. Je me redresse doucement et me lève enfin, heureux de dégourdir mon corps ankylosé, notamment mes deux jambes saisies de picotements douloureux. Je respire avec plaisir les odeurs sucrées qui remontent du sol chaud, alors que l'humidité commence à tomber. Un halo orange, au loin, vers l'horizon, s'épanouit au-dessus de la ville invisible qui commence à rougir de plaisirs interdits. Je remets mon blouson et reprends la route pour rentrer chez moi où rien ne m'attend. La nuit est totale, le noir absolu. Il n'y a aucun repère. J'ai crapahuté pendant à peu près 2 heures avant de faire halte, traversant la garrigue sans suivre de chemin, coupant au plus court afin d'arriver à la grotte qui était le but de ma promenade. J'avais l'intention de marquer chez 4 ou 5 heures et de rentrer en fin d'après-midi, et je me retrouve seul, quasiment perdu dans la montagne. Pourtant je n'ai pas peur, car je risque tout au plus de passer une nuit à la belle étoile, mais plutôt que d'attendre le lever du jour, je me mets en marche au hasard, bien résolu à profiter de ces heures supplémentaires de promenade. Mais avant de partir, je sors un couteau de ma poche. D'un geste sec et nerveux, je coupe la branche, ma branche, puis je la dépouille de tous ses rameaux. Elle est maintenant à moi, au creux de mon poing, un peu souple, et quand je frappe l'air, elle siffle légèrement comme un soupir. Je préfère la voir morte à mes côtés que de la savoir vivante loin de moi. C'est pervers, et j'en suis conscient. Ma progression est lente, car prudente. Je m'efforce de garder toujours le même cap,
malgré l'absence totale de visibilité. Je trace, au milieu de mon crâne, un trait imaginaire, le chemin que je dois suivre, qui partage mon cerveau en deux hémisphères égaux. Je garde la tête bien droite, un œil de chaque côté de cette ligne que je chevauche de peur de la perdre. Ma démarche est donc très raide, rigide, mon port de tête hautain et quiconque pourrait me voir me prendrait pour une espèce d'automate. Cette attitude, somme toute artificielle, conséquence de ma seule volonté, est relativement facile à conserver puisque nulle distraction ne peut troubler la fixité de mon regard. La chance est avec moi, car le terrain est pentu mais franc, sans pierres trébuchantes ou obstacles dissimulés. Je marche sur un tapis de végétaux morts et de petites plantes odorantes. La branche d'olivier est mon seul guide. Je ne m'appuie pas dessus, mais l'utilise pour détecter d'éventuels obstacles invisibles, comme le ferait un aveugle. Cependant, quelques essais malheureux sont nécessaires avant d'être au point. Au début, je balaye l'air à hauteur de ma poitrine, ce qui me vaut de buter sur des arbustes trop petits pour être fouettés par la baguette. Fort de cette expérience douloureuse, je la baisse à hauteur de mes chevilles, mais dans ce cas, les fausses alertes des petits obstacles sans danger ralentissent fortement mon avance. La cadence du va-et-vient est également importante. Il faut viser la fréquence minimum compte tenu de ma vitesse d'avance. Trop vite, le poignet se fatigue rapidement, et trop lentement, les dangers sont détectés trop tard. Seules échappent à mon système les embûches aériennes, telles que les branches qui une ou deux fois griffent mon visage. Pour m'en prévenir, je devrais également balayer l'espace verticalement, mais mon poignet ne survivrait pas plus de quelques instants à un mouvement aussi complexe. J'enlève mes lunettes, totalement inutiles, et après quelques instants de flottement, j'ai le sentiment de progresser le long de ma ligne imaginaire. Petit à petit, la marche devient plus facile, avec moins d'obstacles. Je suis parvenu au sommet. Je connais très bien la région et je sais qu'en continuant à tracer mon chemin bien droit, je trouverai la route forestière qui traverse le plateau du nord au sud. Ainsi, libéré de mes principaux soucis immédiats, je prends le risque de laisser vagabonder mon esprit tout en conservant en arrière-plan, juste au-dessus de ma nuque, mon guide, la ligne imaginaire qui me coupe le cerveau en deux, comme un fil au milieu d'une motte de beurre. Tout comme la sieste, la marche, quand elle n'est pas physiquement trop dure, est propice à stimuler des pensées anarchiques et foisonnantes, des pensées peu contraintes par la raison, les plus riches, bien qu'elles puissent parfois tourner à l'obsession. Après avoir évacué assez rapidement mes problèmes de travail, je vagabonde avec plaisir au milieu de souvenirs, d'intuitions, de rapprochements étonnants. Brusquement, je m'arrête dans mes réflexions troublées. J'ai l'impression de ne plus agiter la branche d'olivier pour me prévenir des obstacles, mais de deviner leur présence et de les contourner instinctivement. Je ne suis sûr de rien, car le geste est peut-être devenu tellement machinal que j'en suis plus conscient, mais pourtant mon poignet n'est pas aussi fatigué qu'il devrait l'être si réellement il a effectué ce va-et-vient incessant durant tous ces longs instants. Toujours est-il qu'en revenant à la réalité, je perds confiance en moi-même et me remets en marche avec prudence, aidé par mon détecteur d'obstacles. Le terrain descend légèrement, j'en déduis que je m'approche du ruisseau et de la route qui le longe.